Bonjour, bon matin, bon début d'après-midi à tous. Merci de vous joindre à nous. La session devrait commencer dans quelques minutes. Je vois qu'il y a un achalandage au niveau de l'arrivée des participants. Alors, on va laisser peut-être 2 ou 3 minutes de plus pour laisser la chance à tout le monde de se brancher et se connecter à la session. Puis on va commencer ça dans quelques instants. Merci pour votre patience. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se branchent à l'instant. Il est midi exactement. On va juste laisser peut-être 1 ou 2 minutes de plus pour que les gens puissent s'installer et se brancher. Bonjour, bon midi à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui sur une présentation avec la collaboration de la Corporation de services du Barreau du Québec sur la fiabilité de vos documents électroniques. On va quelques petits points. La session est enregistrée. Aujourd'hui, on va avoir une période de questions et réponses à la fin. Donc, on vous invite à prendre note de vos questions et on va avoir une période de questions-réponses à la fin de la présentation. Aujourd'hui, la présentation est essentiellement en 3 morceaux. Une première portion qui présente rapidement qui est Notarius, qu'est-ce qu'on fait, et aussi au niveau de c'est quoi les ingrédients clés au niveau de la fiabilité des documents électroniques. On a une plateforme et un partenariat avec la Corporation de services, d'ailleurs, qui vient avec une promotion exclusive aux membres de la Corporation de services du Barreau du Québec. On va en reparler au cours de la présentation. On va vous présenter notre plateforme de signature qui est quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant pour votre pratique ou votre entreprise. Et on a aussi un témoignage de Marc-André Russell, avocat plaideur au service des affaires juridiques de la ville de Laval, qui va nous partager son expérience en matière de transformation numérique au niveau de son service. Donc, sans plus tarder, au niveau de l'agenda, rapidement, comme je l'expliquais, qui est Notarius, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, les ingrédients clés de la fiabilité. Se rappeler aussi que fiabilité d'un document et gestion d'un document électronique, c'est un peu comme deux côtés d'une même pièce, à savoir si on a un bon système de gestion documentaire, mais que nos documents eux-mêmes ne sont pas fiables, on a des risques, ou à l'inverse, si on a des documents extrêmement fiables, mais que notre gestion documentaire est problématique, mais à ce moment-là aussi, on a des défis. Des changements légaux à considérer. Consigno Cloud, on a une petite démo, un survol très rapide de notre présentation, de notre portail de signature en info nuagique. Partenaires et promotion, je l'ai mentionné, ça va venir plutôt avant le témoignage ou après le témoignage des affaires juridiques de la Ville de Laval. Et à la fin, effectivement, une table ronde questions et réponses. Donc, qui est Notarius? Pardon, j'ai pesé un peu rapidement. C'est 25 années d'expérience en tant que fournisseur de signatures numériques de confiance pour professionnels. On travaille aujourd'hui avec 54 associations professionnelles au Canada, dont un Law Society dans l'Ouest.
On travaille aussi avec des entreprises pour leurs besoins en interne. On travaille aussi avec des organisations. Et donc, on est intégré à l'occasion. Puis, on va avoir un exemple d'intégration aujourd'hui à des applications métiers pour conférer aux documents électroniques dans des applications métiers une haute valeur juridique. Donc, notre but, c'est vraiment de permettre la création de documents électroniques juridiquement fiables, dont la pérennité est assurée aussi. Puis, on va en parler au niveau des certifications que l'on a. Donc, on est, au niveau de notre gestion, on est certifié au ISO 27001, mais au niveau de la sécurité, on était la première autorité de certification. Donc, premier système qui émet et gère des clés et des certificats de signature à des individus certifiés au ISO 27001 en Amérique du Nord. On a une autorité de certification Adobe Approved Trust List, donc c'est comme un des standards dans l'industrie au niveau de la fiabilité des signatures numériques. On est reconnu au niveau de plusieurs entités gouvernementales. En Alberta, on est un des solutions privilégiées, au Nouveau-Brunswick aussi. Et on est intégré à plusieurs systèmes au niveau provincial et fédéral aussi. Nous sommes un ardent promoteur de la norme PDF-A. PDF, beaucoup de gens vont associer PDF à Adobe. En fait, PDF, c'est un format de fichier qui est un standard. Donc, il y a plusieurs éditeurs ou plusieurs solutions logicielles qui vont vous permettre de créer ou éditer des PDF. Adobe en est une qui est forcément très populaire. Mais du fait que PDF est un format de fichier qui est standardisé, non propriétaire, il y a une norme ISO d'archives. Donc, à ce moment-là, si vous avez des documents que vous voulez conserver à long terme, on est ardent promoteur de la norme PDFA et c'est une norme d'ailleurs quand on va dans notre plateforme Consigné au Cloud, les documents qui y sont téléversés vont être convertis en PDFA pour vous assurer que dans 10, 15, 20 ans d'ici, les lecteurs de PDF de génération future vont être capables de rétro-lire les documents plus anciens ou âgés que vous aviez créés il y a plusieurs années. Comme je l'expliquais, on est fournisseur de signatures numériques officielles pour 54 ordres ou associations à travers le Canada et nous sommes utilisés par près de 50 000 individus et des milliers d'entreprises. Au niveau du contexte dans lequel on est aujourd'hui, évidemment, il y a eu au cours des 5-6 dernières années une adoption accélérée de l'info nuagique. Pourquoi? Ça nous permet, à titre de professionnel, de travailler de n'importe où, à n'importe quel moment et souvent sur n'importe quel appareil, que ce soit une tablette, un téléphone intelligent, un bon vieux laptop, sur différents systèmes d'exploitation. Donc, on arrive vraiment à une ère numérique et c'est un peu la façon aujourd'hui qu'on interagit avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, nos collaborateurs. C'est souvent par l'entremise d'un portail ou d'une application. Évidemment, la pandémie a considérablement accéléré cette transformation-là avec le travail à domicile. Donc, tout ce qu'on faisait au bureau avec les fournitures de bureau, il fallait trouver rapidement une façon de le faire à distance, en télétravail. Donc, toute la collaboration et tout ça. Alors, l'info nuagique, justement, est une plateforme qui est quand même assez flexible. Ça permet aussi à vos informaticiens au niveau de votre entreprise, plutôt que d'avoir à acheter l'équipement, les licences et tout mettre ça en la connectivité, le réseautage, on peut se tourner vers des fournisseurs de services en info nuagique. Par contre, il y a une petite note, c'est un des points qu'on mentionnait d'entrée de jeu. Il faut toujours être à l'affût des nouvelles lois. Un des exemples qu'on a aussi, c'est celle qui a été adoptée en septembre dernier, mais qui va commencer à être mise en application en 2022, septembre 2022. C'est la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Donc, lorsque vous magasinez des plateformes en info nuagique, vous allez gérer vos documents corporatifs ou vos informations confidentielles sont un peu gérées par un tiers de confiance. Donc, c'est important de vous assurer, lorsque vous faites votre magasinage de plateforme en info nuagique, que le fournisseur de services va protéger les renseignements personnels que vous avez à l'égard de vos clients, vos partenaires et tout ça. Donc, évidemment, Notarius, ça fait 2 ans qu'on se prépare à ça. On a mis en place un ensemble de systèmes, un ensemble de protections, un ensemble de mécanismes, évidemment encadrés par la norme ISO. Il y a d'autres certifications
qu'on va aller chercher. Dans le cadre de nos plateformes, évidemment, tous nos centres de données sont 100% au Canada, donc au niveau de la souveraineté des données. On n'a pas des données qui sont souveraines sur d'autres juridictions que celles des juridictions canadiennes. Fiabilité de vos documents électroniques, les ingrédients clés, quels sont-ils? Je ne ferai pas un long discours sur la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment le but de la présentation. Je vais plutôt faire un survol à très, très, très haut niveau pour vraiment sommariser c'est quoi les ingrédients clés d'un document électronique fiable. Encore une fois, je reviens. C'est important de distinguer la gestion documentaire et la fiabilité des documents eux-mêmes. La fiabilité des documents est un ingrédient clé de la transformation numérique, tout comme l'est une plateforme de gestion électronique de documents. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, si on a une excellente plateforme de gestion électronique de documents et qu'on a une très, très bonne pratique de gestion de ces documents-là, si les documents que l'on gère n'ont pas de protection d'intégrité, on n'est pas en mesure d'identifier clairement et de façon irréfutable qui est l'auteur des documents ou qui a signé ou contresigné. À ce moment-là, on a un problème. À l'inverse aussi, si on a une fiabilité documentaire qui est très, très élevée eu égard à la protection de l'intégrité des documents, des données, et est en mesure de me montrer et de prouver qui a signé ou contresigné le document, mais que la gestion documentaire est faible, à ce moment-là, on a des documents fiables, mais une gestion documentaire dans laquelle on est peut-être porté à perdre nos documents, mal les placer ou plus savoir où les retrouver. Donc, l'intégrité de la gestion du système de gestion est tout aussi importante que l'intégrité ou l'authenticité des documents eux-mêmes. Les systèmes de gestion peuvent être aussi simples qu'un serveur de fichiers local avec une sécurité et des sauvegardes fiables pour des plus petits cabinets. Mais ça peut être aussi des solutions en mode Solution as a Service, donc Software as a Service, en info nuagique avec des fonctionnalités avancées au niveau du calendrier de conservation des documents et tout ça. Donc, mais encore une fois, portez attention au changement légal parce que je le rementionne ici. Si vous confiez ou si vous déposez ou si vous faites affaire avec un partenaire en info nuagique, à ce moment-là, vous pouvez vous assurer que votre partenaire va bien protéger les renseignements confidentiels de vos clients. Alors, c'est quoi les ingrédients clés de la fiabilité? On n'est pas dans la gestion de documents de notre côté, on est vraiment dans la fiabilité du document lui-même. Quand on regarde la plupart des lois, que ce soit à l'international, au niveau du Uniform Electronic Commerce Act, chaque province au Canada a adopté un peu sa propre saveur. On va retrouver essentiellement deux éléments clés. La première, c'est l'identité. Quelle est la fiabilité de l'identité du signataire? Évidemment, puis là, on va voir, il y a différentes plateformes qui sont disponibles sur le marché et il y en a où je peux ouvrir un compte dans une plateforme de signature électronique de documents où je pourrais m'appeler bozoleclown@gmail.com. Évidemment, l'identité à ce moment-là est faible, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment pris le temps de savoir qui j'étais autre qu'une adresse Gmail ou Hotmail. Il y a d'autres systèmes, par contre, qui vont demander une adresse courriel un peu plus valide et qui vont envoyer un deuxième facteur d'authentification. On a tous reçu, par contre, des fois des secrets partagés ou des SMS, un petit code secret envoyé à mon téléphone personnel. Donc, mon adresse courriel plus mon numéro de téléphone. À ce moment-là, on est plus en mesure de reconnaître l'identité de la personne. Donc, quel est le niveau de fiabilité de l'identité du signataire? C'est un défi dans le mode cloud parce qu'effectivement, on veut inviter tout le monde dans le public de façon générale à pouvoir se connecter à une chambre de signature et pouvoir faire une cérémonie de signature ou une signature de document. Mais il faut être en mesure justement de tenir compte de ces éléments-là. Chantal, je crois, pourra en parler un petit peu plus dans sa petite démo. L'intégrité du document. Donc, est-ce que l'intégrité du document est protégée contre des altérations? Est-ce que les altérations sont détectables après la signature du document? Il y a encore une fois, il y a beaucoup de plateformes de signature électronique en info nuagique qui protègent l'intégrité d'un document tant et aussi longtemps que le document est dans la plateforme. Une fois qu'on le partage, c'est un PDF qui est plus protégé. L'intégrité du document partagé à ce moment-là est plus nécessairement assurée. De même que les preuves de signature souvent sont conservées dans des logs internes à la plateforme.
Ce qui pose une problématique, c'est que si jamais on migre de solution dans le futur, il faut conserver ces preuves-là ou ces logs-là de nos anciennes plateformes. La signature numérique, on va le voir tout à l'heure, permet justement d'embarquer la preuve d'authenticité dans le fichier. Donc, à ce moment-là, même si vous changez de solution dans le futur, la preuve est conservée à même le document. On ajoute un ingrédient clé à la fiabilité qu'on pense qui est très, très important, c'est la pérennité des données. D'où la norme ou le standard PDFA. A, c'est pour Archive, c'est la norme ISO 19005 qui va permettre à différents niveaux. On a 1A, 1B, 2B et 3B. Ce sont des différentes versions de la norme comme telle. Vous avez de l'information sur notre site web à cet effet-là. Ça va permettre en sorte que lorsque votre document est mis à la norme PDFA, bien, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans d'ici, vous allez pouvoir rétro-lire vos documents. On a vécu un peu l'expérience avec quand souvent les gens, WordPerfect existe encore, est encore utilisé aujourd'hui, mais a déjà été beaucoup plus populaire. Et souvent, les gens sont passés de WordPerfect à Word pendant un certain temps. Puis selon les fonts qu'on utilisait, bien, des fois, surtout avec les accents en français, bien, des accents A accent grave, A accent circonflexe pouvaient devenir des chiffres parce que la nouvelle version du logiciel ne le reconnaissait pas. Donc, PDFA va justement nous assurer qu'on va être capable d'ouvrir les documents à long terme et pour les archives à long terme. Souvent, dans une pratique, vous êtes appelé à conserver les documents selon un calendrier de préservation. Ça couvre un petit peu ma portion comme telle, qui était un peu plus la théorique de qui on est, c'est quoi les ingrédients clés de la fiabilité. Je vais maintenant mettre ma collègue Chantal qui va vous parler un petit peu de comment notre plateforme en info nuagique permet justement d'appliquer ces éléments-là. Donc, il faut juste que je désigne ma collègue comme présentatrice. Merci Charles, vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, absolument. Merci. Parfait. Donc, juste me confirmer qu'on voit mon écran. Moi, ça va pour moi, oui. Excellent. Oui. Donc, merci pour cette belle opportunité de présenter notre produit qui est Consignon Cloud. Alors, c'est une plateforme web qui va vous permettre de signer et de faire signer vos documents avec un haut niveau de fiabilité. Avec une plateforme comme Consignon Cloud, vous ajoutez énormément de valeur à votre travail, c'est-à-dire que vous enlevez des activités administratives qui n'en ont pas. Donc, plus nécessaire de rédiger de communication courriel pour dire à une personne qu'il doit signer un document, la plateforme s'en charge. Vous ajoutez de la fiabilité. Également, on va le voir là, une fois qu'on aura vécu ensemble tout le cycle de signature d'un document, que l'information est intégrée à même le document et on va retrouver un journal d'outils qui nous permettent d'avoir des attributs, comme Charles l'a mentionné d'entrée de jeu, qui nous permettent de faire le lien entre le signataire et son identité. Et vous allez voir aussi que la plateforme va permettre de venir sécuriser vos documents, donc assurer la confidentialité tout au long du cycle de signature. Donc, le deuxième facteur d'authentification, on va le voir, là, pour accéder au document qui va être hébergé dans la chambre de signature, il faut essentiellement mettre correctement une réponse à une question secrète, comme un virement bancaire, par exemple, ou saisir le code qui va vous avoir été transmis, je vous le présente au cours des prochaines minutes, pour accéder au document. Donc, si le courriel était intercepté par une tierce personne, bien, on s'assure que l'information n'est pas accessible par le biais d'un simple clic, tout simplement. Donc, Consignon Cloud, c'est web, pas besoin de rien installer. Dès que vous démarrez une période d'essai, vous avez accès directement à la plateforme et vous pouvez travailler sur multi-supports, donc ordinateur, tablette, cellulaire. Même chose pour l'expérience de signature. Une fois qu'on est connecté à Consignon Cloud, on arrive dans notre environnement qui se trouve avec notre tableau de bord. Donc, on a une vue sur nos projets, nos documents qui sont en cours de signature, terminés et peut-être nos brouillons. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est préparer un document à faire signer, le signer et par la suite, voir où se trouvent les informations. Évidemment, c'est une présentation qui est très rapide, mais vous allez avoir mes coordonnées à la fin de la présentation. Si jamais vous souhaitez qu'on reprenne de façon plus détaillée, ça va être un plaisir pour moi là, de vous retrouver à ce moment-là puis de prendre un petit peu plus le temps de regarder l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Donc, une fois que je suis connectée à Consignon Cloud, j'ai une entente à faire signer. Je vais tout simplement cliquer sur « Nouveau projet ». Par projet, on entend évidemment « Document à faire signer » et je vais venir télécharger mon ou mes documents.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Consignio Cloud, je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est une plateforme qui veut enlever les activités qui n'ajoutent pas de valeur à votre quotidien. Donc, on ne voudrait pas que le document qui soit assigné circule via Consignio Cloud, mais que d'autres pièces, d'autres documents complémentaires soient obligés d'être transmis d'une autre façon. Donc, quand on prépare un projet de signature, dépendamment du forfait, vous pouvez mettre jusqu'à 25 documents à l'intérieur d'un projet de signature, qu'il soit assigné ou non. Donc, dans ce cas-ci, on va faire un projet simple. Je vais télécharger tout simplement une entente qui sera assignée entre deux parties. L'avantage également d'utiliser Consignio Cloud versus un document qui sera une pièce jointe dans un courriel, c'est que tous les requis de signature vont converger sur le document. Donc, au fur et à mesure que le document va être signé, on va voir apparaître les signatures. Donc là, on sort vraiment là, du fameux imprimer, signer, numériser, renommer, transmettre par courriel et passer au suivant. Donc, toutes les actions vont converger sur le document et c'est celui-ci qui sera téléchargé une fois que tout le monde aura signé. Une fois qu'on a téléchargé notre document, si on en avait d'autres à ajouter, on clique tout simplement sur le petit plus et on peut ajouter d'autres documents. Maintenant, lors de la préparation du projet de signature, c'est important de venir nommer notre projet. C'est important d'y donner un titre qui va être significatif parce que c'est l'information que vous allez avoir pour repérer votre document dans votre tableau de bord, comme on l'a vu d'entrée de jeu, mais ça va être aussi l'information qui va apparaître sur le titre du courriel qui va être communiqué à vos signataires externes, par exemple. Donc, entente, puis on va mettre un numéro d'entente juste ici. Par le biais du bouton qu'on a signataire, on va faire un appel à notre carnet d'adresses. Je ne présenterai pas aujourd'hui comment on a fait pour créer des contacts au niveau du carnet d'adresses, mais dans le cadre d'une démonstration qui serait rattachée à votre organisation, il fera plaisir de vous montrer comment on fait pour créer un contact. Donc, lorsque je clique sur signataire, j'arrive à mon carnet d'adresses et je vais pouvoir venir sélectionner les personnes qui doivent signer ce document-là. Donc, Madame Gaudreau est un signataire et je suis également signataire de ce document. Alors, je sélectionne mes contacts. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout participant au projet de signature n'a aucune action à prendre avant même de signer le document. Donc, pas besoin de télécharger de plateforme ni rien installer sur le poste de travail ou sur un ordinateur. Vous allez le voir par le courriel qui sera transmis à Mme Gaudreau, par le biais d'un simple lien, pourront accéder au document qui est hébergé dans la chambre de signature. Donc, une fois que j'ai sélectionné mes contacts, tout ce qui va me rester à faire, c'est tout simplement venir glisser sur le document l'endroit où je veux voir apparaître l'aspect visuel de la signature. Donc, Mme Gaudreau signe ici et je signe ici. Ce qui est intéressant avec Consignio Cloud, c'est qu'il va gérer le flux de signatures en fonction de vos besoins. Donc, par défaut, il va déterminer une séquence de signatures en fonction du contact sélectionné. Si Mme Gaudreau ne devait pas signer ce document-là en premier, donc ça devait plutôt être moi, je peux cliquer tout simplement sur « Définir l'ordre » et je peux venir ajuster le positionnement de la signature. Vous avez probablement remarqué que mon nom a changé de couleur. Comme je suis signataire et que c'est moi qui initie ce projet-là, dès le lancement de mon projet de signature, j'aurai la possibilité de le signer. Si dans certains contextes, ce n'était pas important, donc l'important pour vous, c'est que le document soit signé le plus rapidement possible, il n'y a pas de séquence, vous pouvez tout simplement cliquer juste ici sur « Ne pas exiger d'ordre » et vous voyez, j'ai perdu ma séquence de signature. Donc, à ce moment-ci, dès que je vais lancer et signer mon projet, je serai en mesure de signer et Mme Gaudreau aura déjà reçu son courriel. Donc, c'est aussi simple que ça, préparer un projet de signature. Je télécharge mon document, je nomme mon projet, j'identifie mes contacts et je peux maintenant lancer et signer mon document. Donc là, vous allez voir, ma vue vient de basculer. J'étais dans une interface de « Je prépare mon document à signer » à « Je suis maintenant signataire de ce document-là ». Je peux visualiser mon document. On peut voir qu'on n'a plus l'aspect de la signature de Mme Gaudreau. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment en processus de signature. Donc, comme elle n'a pas signé, rien n'apparaît de son côté comme information au niveau du document. Alors, je clique tout simplement « Approuver et signer ». Et comme le mentionnait Charles tantôt, la plateforme vient avec 2 facteurs d'authentification par défaut. Donc, l'adresse courriel en est un. Et dans ce cas-ci, c'est un code que j'ai reçu par messagerie texte. Donc, en cliquant sur « Lancer », automatiquement, un code s'est généré et m'a été acheminé par messagerie texte. Alors, je vais saisir le code.
et je peux maintenant confirmer et signer mon document. Donc, tantôt, je vous parlais que Consignio Cloud me permet d'éviter d'avoir à rédiger des communications pour dire à la personne, peux-tu signer ce document? Elle va s'en charger. On va aller voir dans la boîte courriel de Mme Gaudreau, voir à quoi ça ressemble. Mais quand je vous parle d'efficacité administrative, ce qui est intéressant avec Consignio Cloud, c'est qu'elle vous permet également de savoir en temps réel où vous êtes rendu dans le processus de signature. Donc, dans ce cas-ci, je peux voir que mon projet d'entente, il est en cours, qu'une personne sur deux l'a signé, donc moi, et que Mme Gaudreau a reçu le courriel pour signer ce document-là. Si elle ne l'a pas signé, automatiquement, la plateforme va générer un rappel, donc 5 jours après la création de notre projet de signature pour l'aviser qu'elle n'a toujours pas signé le document. Il y a un rappel qui se fait après 5 jours, puis après ça, ça va être 3 autres rappels en fonction d'un certain délai là, par rapport à la date limite qu'on lui avait demandé de signer ce document. Donc, je vais maintenant aller dans la boîte courriel de Mme Gaudreau pour qu'on puisse vivre l'expérience ensemble d'un signataire externe. Alors, à ce moment-ci, on est dans une boîte Gmail. Alors, j'ai reçu mon courriel. Alors, vous avez vu, je n'ai rien eu à rédiger. La plateforme s'en est chargée. On a la reprise du titre de notre projet de signature. On a l'échéance qui est attendue, donc elle est là jusqu'au 23 avril pour signer ce document-là. Et par le biais du lien, pourra accéder à la chambre de signature. Donc, Mme Gaudreau n'a rien eu à installer, rien eu à télécharger, pas de compte à créer. Clique sur le lien. Comme je vous mentionnais tantôt, le document est protégé par le deuxième facteur d'authentification. Dans son cas, c'était la réponse à une question secrète. Une fois qu'on inscrit cette réponse, on se connecte à la plateforme et Mme Gaudreau peut maintenant entrer dans la chambre de signature, prendre connaissance du document, peut constater que j'ai signé ce document-là et tout ce qui lui reste à faire de son côté, c'est tout simplement cliquer « Approuver » et signer. On peut voir apparaître les termes et conditions. J'ai un document qui a maintenant été signé par toutes les parties. Donc, on peut visualiser l'aspect visuel de la signature au niveau du document. Chaque personne qui est impliquée dans le projet de signature, donc les signataires et la personne qui a préparé le document à faire signer, a reçu un courriel pour l'aviser que le document est maintenant disponible et peut être téléchargé. Donc, tout le monde a accès à la version finale. Tantôt, je vous parlais que ça enlève des activités qui n'ajoutent pas de valeur, mais dans ce cas-ci, on n'aurait pas à transmettre le document final aux personnes impliquées. La plateforme s'en charge de façon automatique. Si je retourne maintenant au niveau de mon tableau de bord, donc en tant que personne qui a préparé le document à faire signer, j'ai la possibilité de télécharger le document et c'est important de le faire parce que Consignio Cloud, c'est vraiment une plateforme de signature, donc ce n'est pas une plateforme d'archivage. Alors, les documents doivent être téléchargés et ramenés dans votre environnement de travail. Donc, on va venir télécharger le document qu'on a signé dans le cadre de la présentation aujourd'hui, c'est-à-dire l'entente. On va aller le chercher parce qu'il ne s'est pas dirigé vers le bon écran. Donc, j'ai mon entente. On peut visualiser l'aspect visuel de mes signatures, mais toute l'information qui confère la fiabilité des signatures va se retrouver dans notre panneau de signature. Donc, je suis dans Adobe, présentement lecteur de PDF. Je viens me positionner sous mon panneau de signature et vous pouvez voir que pour ce document-là, il y a toute une couche de signature qui a été effectuée. Donc, la première signature qui est faite au niveau du document, c'est un scellement initial d'entrée de plateforme. La plateforme va faire une signature numérique pour venir sceller le document et empêcher toute altération dans le cadre du processus de signature. Maintenant, si je vais voir le détail de ma deuxième signature, c'est la mienne. Donc, au niveau du détail, on voit que les informations, mes deux attributs, sont intégrés à même le document. Donc, mes éléments de preuve sont autoportants. Alors, j'ai mon adresse courriel, mon numéro de téléphone, qui étaient mes deux facteurs d'authentification. Maintenant, si je vais du côté de Mme Gaudreau, on se rappellera qu'elle a utilisé la question secrète comme deuxième facteur d'authentification. Alors, au niveau du détail, bien, on peut voir son adresse courriel et le fait qu'elle a répondu correctement à une question secrète. Donc, toute personne impliquée dans le cadre de ce projet de signature-là va recevoir un original numérique qui comporte les éléments de preuve au niveau du signataire. La plateforme, en plus d'intégrer ces informations-là
à même le document, génère un autre document qui contient une tonne d'informations qui sont extrêmement pertinentes en termes d'éléments de preuve, qui sont le journal de DI. Donc, on télécharge notre document, puis juste à côté, on a la possibilité de télécharger notre journal de DI, juste ici. Le journal de DI va venir documenter chacune des actions qui vont avoir été faites sur le document depuis son entrée dans la plateforme. Donc, on peut voir qui a créé le document. C'est peut-être un peu petit, là, je vais le grossir un petit peu. Qui a créé le document? La conversion au format PDF-A. Donc, la plateforme, par défaut, fait la conversion de PDF à PDF-A. Sans rentrer dans les détails, PDF-A est tout simplement une norme ISO internationale reconnue pour la pérennité des documents dans le temps. Donc, ça ajoute de la valeur à vos documents. Par la suite, on a le détail de nos signataires. Donc, on avait deux, leur deuxième facteur d'authentification, les zones de signature au niveau du document et par la suite, une journalisation, donc chaque action qui a été faite sur le document depuis l'entrée du document à la plateforme jusqu'à la finalité des signatures. Donc, vous pouvez voir, par exemple, le code qui m'a été transmis et le code que j'ai saisi. Si j'avais fait des erreurs, je n'avais pas saisi le bon code, bien, on pourrait voir dans le journal de DI chacun des codes qui ont été tentés. Ce qui est intéressant avec le journal de DI, c'est que non seulement il nous documente tout ce qui a été fait au niveau du document, mais il contient également des pièces jointes. Donc, si je viens cliquer sur mon petit trombone juste ici, à même mon journal de DI, j'ai entre les mains le document original, donc tel que soumis pour signature, et la version finale signée par toutes les parties. Donc, si Mme Gaudreau nous revenait dans 10 ans en nous disant « Moi, c'est pas ça que j'ai signé », bien, on est capable de lui opposer une adresse courriel, la réponse à une question secrète, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a signé. Donc, en termes d'éléments de preuve, le journal de DI est une pièce qui contient énormément d'informations et celui-ci est également signé numériquement. Donc, si j'ouvre mon journal de DI dans 10 ans, je sais que mon document n'a pas été altéré depuis la position de cette signature-là et que mes pièces jointes sont des documents authentiques également. Donc, 2 documents à conserver une fois le processus de signature terminé dans vos arborescences, dans vos répertoires de travail. Alors, pour la partie présentation, c'est le bout que je voulais attacher avec vous aujourd'hui, tout simplement de vous montrer comment c'était facile de préparer un document à faire signer et facile également de le signer. Je vais maintenant laisser la parole à Charles qui va vous parler du connecteur qui existe avec un de nos partenaires qui est Jurisconcept, qui vous permet d'initier vos projets de signature directement à partir de la plateforme. Merci Chantal, c'est possible de me rebasculer en mode présentateur? Tout à fait, mon cher Charles. Et voilà. Parfait. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Donc, merci oui. Chantal. C'est un survol rapide. J'ai deux, trois petites minutes, puis après, on va aller du côté de Marc-André Rossel, qui, comme je vous le disais, un petit témoignage sur son expérience au niveau de la transformation numérique à la ville de Laval. On a un exemple ici d'intégration avec une application métier dans le monde légal, c'est l'application Jurisconcept. On l'a vu dans la démonstration de Chantal. Évidemment, notre plateforme en info nuagique, c'est comme une chambre de signature. Donc, si vous travaillez avec l'application Jurisconcept, à ce moment-là, et que vous n'avez pas l'intégration, ça implique que vous téléchargez les logiciels que vous créez dans Jurisconcept, par exemple sur votre poste de travail, que vous les téléversez dans la chambre de signature, que vous prépariez votre projet de signature, que vous les fassiez signer là. Puis après ça, une fois que c'est terminé, Chantal l'a montré, vous les téléchargez encore une fois, les documents signés et tout ça. Puis après ça, vous les retéléversez. Pour éviter ça, il y a une intégration qui a été faite du côté de Jurisconcept. Je voulais juste vous partager quelques saisies d'écran ici. À savoir, bon, on va créer justement signataire, approbateur, donc le carnet d'adresses de Jurisconcept qui est attaché avec celui de Consigno Cloud. On peut définir le deuxième facteur ici. Est-ce que ce sera un appel? Est-ce que ce sera une question secrète, un SMS? Généralement, l'appel, c'est définitivement pas le plus populaire parce que c'est pas garanti que la personne à l'autre bout répond. Mais le SMS ou la question secrète s'y prête bien. Donc, à ce moment-là, vous voyez,
On a l'interface, ça ressemble beaucoup à l'interface Consigno Cloud. Encore une fois, on est dans l'application Jury Concept, mais en arrière, on fait vraiment les appels à Consigno Cloud. On voit les signataires, on voit les champs de texte, on voit l'ordre des signataires et tout ça, on peut définir l'ordre. Ce sont les mêmes menus qu'on a vus tout à l'heure dans Consigno Cloud. Et à la fin, effectivement, j'ai la capacité de voir le numéro de demande, la convention d'honoraires complétée, et j'ai un statut, puis je peux aller directement télécharger les documents de Consigno Cloud où ils sont signés vers l'application Jury Concept. Ça complète un peu l'exemple qu'on voulait montrer. On va revenir dans quelques instants aussi après la portion de Marc-André sur la promotion qu'on a avec la Corporation de services du Barreau du Québec. On va aussi, il y a une période d'essai gratuit auquel vous pouvez aussi faire un essai gratuit. On va fortement vous encourager de communiquer avec Chantal parce que souvent les gens vont se démarrer des essais, pas nécessairement avec le bon forfait. Quand va venir le temps de dire ben, ça nous intéresse et de compléter la transaction, on vous découvre qu'on n'est peut-être pas avec le bon forfait. Puis là, à ce moment-là, on fait l'acquisition d'un forfait différent de celui duquel on a fait la démo. C'est un peu un recommencement à ce moment-là. Fait que parler avec Chantal avant, ça permet justement d'éviter ces petits tracas-là. Donc, sans plus tarder, j'arrive à la portion de présentation avec Marc-André. Marc-André, je vais vous inviter à vous activer votre microphone. Marc-André, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que je fasse le changement de diapositive pour vous? Vous préférez le faire vous-même si je vous donne contrôle de ma souris? Oui, j'apprécierais que vous le fassiez. Parfait. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais faire votre télésimo. Et puis, vous me dites simplement quand faire le changement. Oui, alors bonjour à tous. Alors, le but du témoignage ici, c'est d'exposer la transition vers le numérique du service des affaires juridiques de Ville de Laval. Et Notarius a été un acteur très important dans notre transition. Alors, si vous allez à la diapositive suivante, on peut voir le début de notre échéancier. C'est-à-dire qu'au printemps 2018, on a mis en place un comité visant à définir nos besoins. Et dans les besoins qui ont été identifiés, on va y revenir dans quelques diapositives après l'échéancier. Par la suite, une fois les besoins définis, il était nécessaire comme organisme public assujetti à la loi sur les archives de valider avec les Archives nationales du Québec le calendrier de conservation applicable et de le modifier. Et les démarches administratives ont été effectuées à l'automne 2018 et au cours de l'hiver qui suivait, à ce moment-là, on a cherché des solutions visant à répondre aux besoins qu'on avait identifiés. Et c'est là que Notarius est entré en jeu. Et donc, à la diapositive suivante, on peut voir. Pardon. Il n'y a pas de souci. Dès février 2019, on a pu implanter la solution Certifio pour employés. Ça a duré pendant une bonne année. Je vous dirais que au niveau de la ville, ce que ça nous a permis avec Certifio pour employés, c'était beaucoup de faciliter la fiabilité des documents. Mais on était toujours dans une période hybride où des gens pouvaient tenir un dossier papier et un dossier numérique à la fois. Alors que avec la pandémie et l'accélération que ça a causé, on a transité plus rapidement que prévu vers un dossier entièrement numérique. Et c'est là qu'est arrivée l'implantation dès l'été 2020 de Consigno Cloud. Au départ, la solution qu'on avait identifiée, c'était tout à l'heure, ce que Charles a mentionné, différents packages. Et nous, ce qu'on avait identifié, c'était un package où on avait un nombre d'utilisateurs limité, mais un nombre d'actes illimité, n'ayant pas non plus les données requises pour comprendre notre compréhension des besoins n'était pas encore tout à fait claire. On ne savait pas quelle quantité d'actes allait être signée numériquement. Bon, on va le voir plus tard où est-ce qu'on en est. Mais tout ça pour vous dire que à l'été 2021, on a transité à ce moment-là vers Consigno Cloud Entreprise.
qui est une solution un petit peu différente que la solution Affaires 20. Et donc, depuis l'été 2021, on est pleinement fonctionnel avec Consignio Cloud Entreprise. Donc, si on va à la diapositive suivante, les besoins du service. Alors, dans la transition pour le numérique, c'était nécessaire pour nous de se conformer à la loi sur le barreau, à la loi concernant le cadre des technologies de l'information et à la loi sur les archives, et de même qu'avoir un plan de conservation conforme et qui respecte les exigences des archives nationales. Je ne veux pas refaire de cours de droit à personne ici, mais l'article 128 de la loi sur le barreau prévoit des actes à caractère exclusif pour les avocats. Et question de conformité du service, ce que l'on souhaitait, c'était de s'assurer que les signataires des opinions du juridique, les signataires de procédure, étaient effectivement les avocats. Ne serait-ce que pour protéger la responsabilité et de se prémunir contre de problèmes déontologiques futurs. Donc, la solution Notarius répondait à ce besoin-là. La même chose pour la loi sur les archives, l'article 7 prévoit que la Ville, comme organisme public, devait tenir un calendrier de conservation dans lequel on doit prévoir le support et la durée de conservation de documents. Avec l'outil de signature de Consignio Cloud, ce que ça nous permettait, c'était de s'assurer d'une qualité d'archivage avec des normes qui assuraient une pérennité de la documentation. Même chose pour le règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice des avocats. L'article 18 prévoit que l'avocat doit tenir son dossier et l'archiver pour une durée de 7 ans suivant sa fermeture, ce que Consignio nous permettait de faire, ce que Notarius permettait. Et le plan à l'origine prévoyait uniquement un support papier, donc pour nous, ce n'était pas possible de faire la transition numérique sans modifier le plan de conservation. Et ce qu'on a pu faire au courant de l'automne 2018 et par la suite de faire modifier de sorte que les documents numériques étaient permis. Donc, la conservation est maintenant, ce n'est que la documentation sur support numérique qui est permise pour l'archivage à la Ville. Ce qu'on souhaitait également dans la transition, c'était d'augmenter la fiabilité des documents de référence. Donc, par exemple, pour une demande d'accès à l'information, c'est de savoir pour le coordonnateur, bien, écoutez, s'il y a 8 versions d'un avis juridique dans un dossier, lequel est le bon? S'il y a 12 versions d'un contrat, c'est lequel qui est fiable? Et la solution ici répondait à ce besoin-là. Même chose pour l'accessibilité de la documentation et de la recherche en interne. Donc, pour les employés, on cherchait à obtenir une solution où on allait pouvoir accéder à l'information beaucoup plus rapidement. Et enfin, les processus papier étant longs, on souhaitait pouvoir obtenir des signatures plus rapidement et éviter des processus longs et coûteux. Et on cherchait à optimiser ces processus. Donc, si on va à la diapositive suivante, on peut voir les types de documents qu'aujourd'hui on utilise avec la plateforme de Notarius. Donc, que ce soit des contrats de la Ville, avec l'externe, on utilise la plateforme de signature. La même chose pour les actes de procédure civile, les déclarations sous serment, les jugements pour la Cour municipale, de même que les lettres, les avis juridiques, ce sont tous des types de documents pour lesquels nous utilisons la plateforme de signature. Diapositive suivante. Donc, et depuis l'adoption des solutions, écoutez, on parle de 1 an et demi, on a créé plus de 6000 documents électroniques conformes. Il y a 2000 projets de signature en 18 mois. On estime que 80% des frais ont été économisés et les délais de signature sont véritablement passés de quelques journées à quelques heures. Donc, pour nous, ça a été une très grande avancée qui nous permet d'optimiser le service que l'on rend à nos clients et à nos citoyens. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Maître Russell. On arrive à la fin de la présentation et on sera disponible dans quelques instants pour la période de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit pour Maître Russell ou pour Chantal.
Juste rappeler, parce qu'on en a parlé d'entrée de jeu, il y a une promotion qui est exclusive. C'est très, très, très important de bien faire les choses à ce niveau-là. Normalement, les forfaits à nos plateformes ou notre chambre de signature en info nuagique qu'on signe au cloud, c'est des abonnements d'1 an. Lorsque vous passez par notarius.com/CSBQ, on a une entente exclusive avec la Corporation de services du barreau. Si vous adoptez la plateforme Consigne Cloud pour votre pratique et que vous êtes évidemment membre de la Corporation de services, à ce moment-là, sur votre première année d'abonnement, on va rajouter sans frais 3 mois. Donc, au lieu que ce soit un abonnement de 12 mois, votre première année durera 15 mois à ce niveau-là. Il y a aussi la possibilité sur le site web de s'inscrire pour un essai gratuit, 30 jours à ce niveau-là. Comme je l'expliquais, avant de faire ceci, je vous encouragerais fortement à prendre communication avec Chantal Nicole, parce que ce qu'on a vu des fois, c'est que les gens vont y aller un peu timidement, même si c'est gratuit, ils vont dire je vais prendre je vais essayer un plus petit forfait que ce que j'aurais besoin pour ma business. Ils complètent l'essai. Dans certains cas, c'est concluant. Ils disent parfait, je suis prêt à passer une commande, la plateforme marche bien, les conviviales et tout ça. Mais là, on découvre que lorsque vient le temps de passer aux achats, le forfait n'est peut-être pas le bon. C'est-à-dire que vos besoins sont peut-être plus grands ou plus petits que l'essai gratuit que vous avez fait. Il faut tout réajouter, tout le travail que vous avez fait à avoir votre carnet d'adresses et tout ce que Chantal a montré, il faut le recommencer un peu parce qu'on n'était pas dans le bon bloc. Idem pour l'intégration avec Jury Concept. Présentement, l'intégration avec Jury Concept est limitée avec le forfait entreprise. Donc, si vous allez sur consigno.com, vous allez pouvoir avoir consignocloud.com, pardon, plus d'informations sur les différents forfaits. Il y aura une intégration qui va venir dans les prochains mois pour ajouter des plus petits forfaits. Il faut à faire 5 et à faire 20 dans nos consignes. Mais je ne veux pas aller trop en détail là-dessus avant de passer à la portion questions-réponses. Juste vous rappeler, si ça vous intéresse d'en savoir plus, on vous invite de communiquer avec Chantal Nicole, puis on va pouvoir faire les essais et tout ça, puis s'assurer aussi que lorsque viendra le moment d'une transaction, si vous avez passé par notarius.com/CSBQ, vous pourriez profiter de la promotion qui est exclusive à vous. Ça complète les 3 volets de la présentation qu'on avait aujourd'hui. Le volet un peu plus théorique, c'est quoi les ingrédients clés? Je les rappelle rapidement. Est-ce que l'identité du signataire elle est fiable? Je pense qu'on a pu le démontrer avec la petite démo. Est-ce que l'intégrité des documents sont protégés? Oui. La pérennité, on le vu avec la norme ISO. On a vu une petite démo rapide et on a eu l'excellent témoignage de Maître Russell aujourd'hui au niveau du processus de la Ville de Laval, définir les besoins, identifier les solutions et de passer en adoption. J'ai vraiment été impressionné aujourd'hui de voir 6000 documents, 80% d'économie et effectivement, là, on est passé de quelques jours à quelques heures au niveau de la signature et de la décision. Je vais voir du côté des questions, si on a reçu des questions, en effet. Donc, j'ai une première question ici. Qu'en est-il de la cybersécurité de la plateforme? Et deuxième, les tribunaux sont-ils déjà prononcés sur la validité de ce type de document? Je vais peut-être laisser à mon collègue Maître Russell le soin de répondre à la deuxième portion. La première portion, si vous allez sur notre site web, vous allez pouvoir voir, il y a un questionnaire sur la sécurité de Consigno Cloud, à savoir effectivement les données sont encryptées en transit vers la plateforme, les données qui sont dans la plateforme sont encryptées aussi, ce qu'on appelle at rest. Donc, tout est toujours encrypté. Comme je l'expliquais, on est membre de Cloud Signature Consortium. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui le font, mais ce sont vraiment les compagnies qui veulent s'assurer d'appliquer les meilleures pratiques. Tous nos systèmes sont ISO 27001. Et donc, ce qu'on a aussi, on va chercher aussi d'autres certifications au cours des prochains mois. Ça fait partie de nos objectifs d'aller chercher des accréditations de type SOC 2, type 2. Pour ce qui est du volet, est-ce que les tribunaux se sont déjà prononcés? J'ai déjà participé avec des rencontres
où, oui, effectivement, des tribunaux se sont déjà prononcés, mais je préférerais peut-être avoir la voix, M. Russell, Maître Russell, vu que je ne suis pas juriste, je ne veux pas me risquer à aller répondre à celle-là. Dans le cadre d'un jugement, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, la plateforme n'a pas été testée devant les tribunaux. Par contre, dans le cadre d'un jugement, par contre, clairement, ce que l'on voit, c'est que les tribunaux administratifs adoptent de plus en plus l'outil de signature numérique. D'autres ordres professionnels, comme les architectes, privilégient la signature ou l'outil de signature de notarius. Et je ne vois pas, dans le contexte où la plateforme est fiable, il n'y a pas de litige qui va survenir devant les tribunaux qui va faire en sorte que le tribunal va être penché à se pencher sur la fiabilité d'une signature du type notarius. Du moins, ça n'a pas été répertorié dans la jurisprudence. Merci. On a aussi sur notre site web, on a une opinion juridique qu'on avait commandée, justement en appui à nos solutions. Donc, ça peut être utile pour vous d'aller les consulter à ce niveau-là. Je vais poursuivre juste du côté question. Charles, si tu me permets, j'aimerais ça juste ajouter 2 petits points là, en lien avec la question qui a été posée, juste pour mentionner que tous les documents qui sont déposés temporairement dans le cloud sont hébergés exclusivement au Canada, là, principalement Montréal et Toronto. Donc, aucun des documents sort de la frontière en termes de conservation. Et l'autre point, je voulais mentionner, parce qu'on parle des tribunaux, que parmi notre clientèle, le tribunal administratif du travail utilise Consignio Cloud et allègrement, là, je vous dirais. Donc, si vous voulez un exemple de tribunaux qui les utilisent, bien, en voilà un. Parfait. Merci. Il y avait une question aussi, distribuerez-vous le PowerPoint? Oui, en effet, tous les participants aujourd'hui vont pouvoir recevoir une copie. Karine Monge, merci pour la clarification, effectivement, pour la promotion exclusive aux membres de la CSBQ, évidemment. Il suffit d'être inscrit au tableau de l'Ordre du barreau du Québec pour que vous soyez éligible à cette promotion-là. J'ai une autre question ici. Est-ce que l'utilisation de Consignio permet de retirer la clause dans les contrats confirmant l'intégrité du document et qu'il s'agit d'un original? Chantal, je ne sais pas si tu te sens à l'aise à prendre cette question-là. Oui, je peux la prendre certainement. Dans les faits, comme vous l'avez vu tantôt, quand un document a été signé numériquement puis qu'on ouvre le panneau de signature, dans les premières informations qu'on peut voir, c'est qu'on est en présence d'un document original, donc qui n'a pas fait l'objet d'altération. Alors, à ce moment-là, plusieurs organisations, oui, ont fait le choix d'enlever ce genre d'informations-là puisque cette information-là se trouve déjà au niveau du panneau de signature. Si le document avait été altéré, on le verrait qu'au moins une modification a été apportée au niveau du document. Donc, en utilisant une signature électronique de confiance ou une signature numérique, vous venez sceller votre document et vous protégez l'original contre toute forme d'altération. Merci, excellent point. On pourra, pour ceux qui veulent en savoir aussi un peu plus, si vous communiquez avec Chantal, effectivement, l'intégrité du document est protégée. Advenant le cas qu'une personne modifierait un document qui a été signé numériquement, on va pouvoir être en mesure de facilement savoir qu'est-ce qui a été modifié ou quand et toujours faire un clic droit sur la signature pour revenir à la version signée. Donc, c'est une des choses qui peut être intéressante aussi. J'ai une question ici de Francine. Si je comprends bien, on n'a pas besoin d'écrire de la date. Si tu permets, Chantal, je vais me risquer à répondre à celle-là. En effet, le système fait de l'horodatage. Donc, dans le détail de la signature, on a passé rapidement un peu plus tôt, mais il y a effectivement ce qu'on appelle du timestamp ou de l'horodatage qui est embeddé dans la signature comme telle. Donc, à ce moment-là, si vous voulez mettre une date, c'est plus par rapport à l'esthétisme. C'est-à-dire, il faut se rappeler que moi, je peux vous avoir envoyé un contrat, Francine, qui est daté de hier, mais que vous allez avoir ouvert votre courriel aujourd'hui, vous allez avoir été dans la plateforme aujourd'hui pour le signer aujourd'hui.
Donc, ça se peut que ça arrive. Ça arrivait aussi dans le monde papier, c'est-à-dire qu'on mettait une date de signature, mais ce n'est pas nécessairement la date à laquelle la personne avait apposé sa griffe sur le document. Fait que ça, je vous dirais que avoir une date ou ne pas avoir une date, c'est vraiment la date de signature qui va pouvoir faire office. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Chantal? Peut-être juste préciser que dans l'aspect visuel de la signature, puis là, je ne suis pas en mode partage, fait que je ne vous le présente pas, mais vous allez le voir là, dans la présentation PowerPoint, quand on voit l'aspect visuel de la signature, il va y avoir le nom du signataire signé avec Consignio Cloud, qui est l'outil qui est utilisé, et entre parenthèses, la date du jour se met de façon automatique du côté de l'aspect visuel de signature. Donc, si ce que vous demandez, c'est la date de signature, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de demander au signataire parce que par défaut, lorsqu'on signe le document, ça fait partie des éléments qui sont documentés dans l'aspect de signature à ce moment-là. Merci. J'ai une question ici d'Isabelle. Si nous joignons le document signé par votre plateforme à un autre afin de créer un document combiné, est-ce que les signatures demeurent? Est-ce que tu veux que je prenne cette question-là, Chantal, ou tu veux y aller? Je peux la prendre. Si on fait, puis tu compléteras au besoin, Charles, si on faisait une fusion de documents, là, on va perdre les signatures parce qu'une fusion de documents implique que le document qui avait X nombre de pages devient un autre document qui a un autre X nombre de pages. Par contre, si on fait un document combiné, donc par exemple, on créerait un document PDF et avec le PDF A3, je pourrais vous accompagner aussi là, dans le cadre de cette façon de faire-là. Là, on l'a fait pour plusieurs cabinets d'avocats, de notaires et de comptables. Dans le PDF A3, on est capable de venir mettre des pièces jointes. Donc, à ce moment-là, on pourrait tout simplement créer une page PDF qui serait titrée « Ce document contient telle pièce ». Et là, à ce moment-là, en pièce jointe, on aurait tous nos documents qui ont été signés de façon individuelle sans perdre les signatures et tous les éléments de preuve qu'elles comportent. Donc, Chantal, je comprends bien, c'est un peu comme si j'avais plusieurs documents signés numériquement que je joins dans un courriel, mais dans ce cas-ci, je les joins dans un PDF. Tout à fait. Parfait. Merci. J'ai une question de Francine. On n'a plus besoin d'écrire que le document est signé en double exemplaire puisqu'il est signé une seule fois. C'est exact, point d'interrogation. Très, très bonne question. Là, on a vraiment le papier vis-à-vis le document numérique. Effectivement, le papier, si vous voulez avoir deux documents originaux, il faut faire deux impressions et il faut avoir deux fois la griffe d'une personne. C'est un peu le principe de la balistique de signature. C'est très, très, très difficile d'imiter la signature d'une personne. C'est une calligraphie qui est faite sur le papier. Ça peut être expertisé, c'est-à-dire que la vitesse que je fais des courbes sur ma signature, le poids que je vais mettre sur mon stylo à différents endroits, c'est quelque chose qui peut être expertisé par un expert en balistique de signature. Et effectivement, si je veux deux originaux, je dois poser ma griffe deux fois. Dans le cadre du fichier qui est signé numériquement, je peux signer une fois le PDF et je peux l'envoyer à 15 personnes en copie conforme et tout le monde va recevoir l'original avec la signature numérique d'embarquer. Est-ce que tu voulais voir s'il y avait quelque chose, M. Russell, Maître Russell ou Chantal à rajouter à cet effet-là? Pour ma part, tu l'as bien présenté, dans l'environnement technologique, la beauté, c'est qu'on multiplie les originaux, contrairement à l'environnement papier où on a toujours un original parce que les points de pression langue se trouvent sur un document. Donc, c'est tout ce que je t'ajouterais pour compléter pour ma part. J'ai pas de commentaire additionnel. Vous avez très bien fait ça. Merci. Devons-nous comprendre que l'avis juridique dont vous traitez est disponible? Oui, en fait, si vous allez sur notre site web, vous allez pouvoir le trouver. Encore une fois, je vous invite, cette question-là venait de M. Caron, Maître Caron. Vous pouvez envoyer un courriel à moi-même, charles.tremblay@notarius.com ou à chantal.nicole@notarius.com. On pourra vous l'envoyer aussi, mais il est disponible sur notre site web, l'avis juridique, en effet. Qu'arrive-t-il en cas de crash informatique? Très, très bonne question lorsqu'on se tourne vers des solutions en info nuagique. C'est pour ça qu'on a deux centres de données pleinement redondants, actifs, pour nous assurer que s'il arrive un incident majeur dans la région de Montréal, on est toujours en relève dans la région de Toronto. Si jamais les deux centres de données sont en panne, les chances sont que le problème est
majeur au niveau de la société, en fait, parce que ça veut dire qu'on a 2 centres urbains qui sont indisponibles. Mais effectivement, la haute disponibilité, souvent en info nuagique, est probablement mieux que ce qu'on peut avoir dans des systèmes informatiques internes, à moins qu'au niveau de vos systèmes informatiques, vous doubliez les infrastructures sur 2 centres de données distants. Est-ce possible qu'il y ait une perte de données en cas de crash informatique? Donc, cette question-là, je vous inviterais à ce moment-là peut-être à nous envoyer un courriel à moi ou Chantal. On a vraiment un document avec une vingtaine de questions de sécurité à laquelle on répond clairement par rapport à notre plateforme Consigno Cloud. C'est pas impossible qu'il y ait une perte de données. C'est très, très, très peu probable avec tous les anneaux de sécurité qu'on a mis autour de nos systèmes. Et dans le cas d'une perte de données, j'imagine qu'on fait peut-être référence ici à des cyberattaques qui pourraient encrypter les données. Évidemment, on va se rabattre sur des backups. C'est toujours la meilleure défense pour rétablir les données. Il y a toujours une période, on ne prend pas des backups à tous les secondes, donc il y a peut-être une petite période de temps pendant laquelle, en devenant le cas d'une attaque majeure, il y aurait peut-être des pertes de données limitées. Une autre question qu'on a de Maître Leroux, est-ce que le document signé peut être facilement enregistré dans un logiciel? Oui, absolument, tel Ultima, effectivement. Donc, c'est un PDF. Alors, vous le sauvegardez dans vos répertoires locaux ou vous le téléversez dans vos logiciels de gestion documentaire à la Ultima. Donc, à ce moment-là, si vous avez un document que vous avez préparé dans Ultima et vous voulez le faire signer, vous allez le téléverser dans un répertoire probablement local au réseau, le téléverser dans la plateforme de signature, lancer le projet, obtenir les signatures et quand le document est signé, pouvoir le télécharger ainsi que l'audit et vous allez pouvoir le téléverser dans votre Ultima ou peu importe l'application qui est utilisée. J'ai une question ici de Maître Allen. Peut-on faire j'assume que c'est Maître Allen, peut-on faire des testaments numériques? N'étant pas juriste, je ne veux pas me mouiller de ce côté-là, mais on a effectivement le registre des testaments et mandats au Québec pour lequel on est fournisseur de signatures numériques, autant à travers le système informatique du registre foncier pour des avocats que du côté de Notarius comme tel. Alors, le registre des testaments et mandats, en tout cas, je sais que du côté de la Chambre des notaires, c'est effectivement le cas, mais je vais peut-être différer vers Maître Russell si vous avez peut-être un peu d'éclaircissement à dire du côté légal. Ben, écoutez, c'est une question de nature juridique sur laquelle je ne pourrais pas répondre sur le champ. Excellent. Merci. Donc, c'est à fouiller, mais je vous inviterai à aller voir le registre des testaments et mandats, signature numérique. Probablement, vous allez trouver de quoi ou de la littérature où on peut peut-être fouiller de notre côté, du côté de la Chambre des notaires, sur ce qui se fait. Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher votre courriel? Oui, je crois que je suis toujours en partage d'écran. Je vais revenir sur cette diapositive-là. Donc, chantal.nicole@notarius.com. En ce qui me concerne, elle n'est pas là, mais c'est charles.tremblay en commercial notarius.com. Je vous dirais que si vous avez des questions sur la plateforme Consigno Cloud comme telle, là, vraiment votre bon contact, c'est Chantal, est bien meilleur que moi au niveau de la maîtrise du produit. Et Charles, oui, vas-y. Oui, Charles, tout le monde va recevoir aussi vos informations de contact dans l'enregistrement et le PowerPoint et dans le courriel après le webinaire. Excellent. On est à 13h03 sur mon horloge. Je pense qu'on a fait pas mal un bon tour. Beaucoup de très, très bonnes questions. Merci à tous de votre participation. C'est fort agréable. On espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, autant sur les ingrédients clés de la bioaffiliabilité, autant sur la plateforme comme telle, puis autant suite au témoignage de Maître Russell. Puis j'ai vraiment encore une fois été surpris de voir l'économie de temps et d'argent qui peut être réalisée simplement
en passant par une méthode de signature à distance fiable. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à Karine Monge de la Corporation de services du Barreau du Québec qui était présente aujourd'hui. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci de nous avoir consacré votre heure de lunch. Ceci conclut le séminaire d'aujourd'hui. Merci. Bonne fin de journée.